Merci beaucoup, Émilie, pour cette présentation. Voilà, c'est sûr que là, je travaille sur un ouvrage qui est lié à Green. C'est un travail de droit prospectif parce qu'on sait pertinemment qu'au niveau juridique, il n'y a pas encore grand-chose dans ce domaine-là. Et je vais aborder le sujet en me fixant des limites parce qu'il n'y a que 15 minutes. Alors, je vais parler d'un seul exemple qui est l'agriculture connectée où l'intelligence artificielle, elle est de plus en plus, elle existe. Alors, le but de mon intervention est de caractériser rapidement les failles d'une gouvernance de l'environnement par les technosciences et l'IA en me basant sur un seul exemple qui est la politique agricole. En effet, face à la variété et l'ampleur des mutations environnementales négatives qui affectent nos sociétés depuis des décennies, on propose une offre technoscientifique verte qui remplace à sa manière la planification environnementale. Cette approche doit être remplacée dans son contexte politique et idéologique. En effet, on est dans une phase depuis des décennies de financiarisation de l'économie qui fait confiance à la concurrence et au marché, mais qui limite l'autonomie des agents aux décisions économiques et environnementales locales. Et le soubassement idéologique de cette financiarisation, tout le monde connaît le grand apôtre du néolibéralisme, Friedrich von Hayek, dans sa route de la servitude, il nous dit quoi? Il nous dit que c'est la soumission de l'homme aux forces impersonnelles du marché qui, dans le passé, a rendu possible le développement d'une civilisation qui, sans cela, n'aurait pas pu se développer. C'est par cette soumission quotidienne que nous contribuons à construire quelque chose qui est plus grand que ce que nous pouvons comprendre. Alors, ce marché qui mise actuellement sur la croissance verte est l'enfant légitime de cette idéologie, qui repose sur le développement continu des marchés et des technologies et qui cherche constamment des réponses dans une rationalisation productive et marchande. Et depuis la quatrième révolution industrielle ou ce qu'on appelle la convergence NBIC, c'est-à-dire la nanotechnologie, la biotechnologie, les sciences de l'information et de la cognition, leur puissance ou la croissance verte mise sur l'IA, la big data, la biologie de synthèse, Internet des objets, géo-ingénierie et informatique quantique. Alors, ces sciences et techniques sont à la fois prométhéennes et réductionnistes, même si elles se réclament des théories de la complexité. Leur puissance accrue nous permet d'instrumentaliser la matière et les processus vivants dans ce qu'ils ont de plus intime, dans l'espoir de contrôler les grands équilibres biogéochimiques de la Terre, aussi bien que les interactions écosystémiques. Un espoir vain si l'on prend au sérieux ce que sont des systèmes complexes. Mais si la technologie verte en gros, prend au sérieux l'activité imprévisible du monde, elle reste au fond très moderniste, car elle vise l'optimisation et l'accumulation et suppose que la complexité peut être domptée par une méthode unique. Je donne deux exemples. Ainsi, les atomes ne sont pas la réalité profonde de la matière, mais une de ses caractéristiques qui favorise son contrôle dans les laboratoires. Et les gènes sont des instruments de maîtrise de la variabilité des êtres vivants devenus utiles lorsque les industries agroalimentaires exigèrent des produits agricoles homogènes pour leurs procédés standardisés. Ils permirent de créer des espèces normalisées génétiquement au rendement optimisé en laboratoire, mais celles-ci ne restent productives que dans un environnement transformé et connecté, ce qui pose le problème que plus on crée de l'ordre à l'intérieur des réseaux technologiques, plus on génère du désordre à l'extérieur. Et là, on passe à l'agriculture. On sait pertinemment que le déploiement des nanotechnologies, des biotechnologies, et en particulier l'IA et Big Data, touche maintenant l'agriculture. En effet, dans ce secteur, ces techniques sont convoquées pour résoudre les problèmes liés à l'un des plus grands enjeux contemporains,
c'est-à-dire augmenter le rendement d'une manière durable et dans le jargon greenwashing de manière écologique. Ainsi, les deux piliers de la convergence NBIC dans l'agriculture sont d'une part le recours aux biotechnologies et en particulier les OGM et d'autre part, et c'est une continuation dans la même logique, l'agriculture dite de précision digitale et connectée et qui va se baser de plus en plus dans l'avenir sur l'IA. Alors, si les premiers OGM ont été commercialisés au milieu des années 90 et leur surface n'ont fait que s'étendre, pour faire quoi? Pour faire de la culture industrielle destinée aux textiles, aux agrocarburants et à la nourriture, pour le bétail. Alors, si on regarde quels sont les traits introduits dans le semence, on s'aperçoit que 100% des OGM sont soit résistants à un herbicide, soit produisent d'une manière endogène un insecticide naturel, soit combinant les deux traits. Alors, pour les industriels de l'agrochimie, c'est une aubaine, puisqu'ils vendent ainsi les produits joints, les semences et l'herbicide associés. Il faut noter que les cultures OGM ne présentent pas un grand changement agronomique par rapport aux variétés industrielles conventionnelles. Certaines pratiques culturales sont modifiées, mais cela reste de l'agriculture industrielle très mécanisée, faisant un large appel à la chimie et l'irrigation. Ces cultures ont donc les mêmes effets dévastateurs. Et là, on voit avec tous les problèmes liés à cette agriculture, on voit l'émergence de l'agriculture digitale, second pilier de la convergence NBIC, dont l'agriculture va accroître ces tendances. En effet, après avoir arraché arbres et haies pour agrandir les parcelles, on s'aperçoit que les conditions pédoclimatiques diffèrent à l'intérieur d'une même parcelle. Il peut y avoir plus d'azote ou plus d'eau dans un endroit que dans un autre. Dès lors, pourquoi répandre les mêmes doses d'engrais ou irriguer partout de la même façon? Il serait plus rationnel de s'adapter précisément à cette variabilité, d'où la notion d'agriculture de précision. Alors, selon ces promoteurs, cela permet de limiter les quantités d'intrants, donc la pollution chimique et l'utilisation de l'eau. C'est-à-dire, ils nous avancent que eux, par le biais de cette technologie-là, ils vont préserver l'environnement. Et qu'un autre avantage, que les agriculteurs, avec leur gros engin qui est comme des tanks, vont repasser toujours dans leurs mêmes traces à cause des GPS, ce qui réduit le captage des sols. C'est ainsi que nanosciences, big data, IA, robots autonomes et biotechnologie se répandent aujourd'hui dans les champs. Pour atteindre cette précision, il faut disposer de maximum de données possibles concernant les prévisions météo, la teneur de sol en azote, phosphate, potasse, eau, le degré de maturation des plantes et leur teneur en chlorophylle, la présence de maladies et de ravageurs. Toutes ces données sont obtenues par imagerie satellitaire, par des drones, par de multiples capteurs disposés dans les champs. Elles sont ensuite envoyées sur des tablettes embarquées dans des tracteurs. Enfin, elles sont traitées par des algorithmes qui fournissent ainsi des conseils aux agriculteurs sur tous leurs gestes: consommer, traiter, récolter, quel traitement et engrais employer, sur quelle parcelle et à quel moment les appliquer. Là, on ne parle plus vraiment d'agriculteurs et de l'agriculture. Moi, je suis un fils de paysan, je ne me vois pas là-dedans. C'est impossible, c'est vraiment de l'agriculture entre guillemets dégénère. Alors, il faut pour tout ça un matériel agricole de pointe. Par exemple, pour doser l'azote efficacement, les engins sont dotés de buses orientables qui épandent l'engrais juste là où il y en a besoin. Sur les machines les plus sophistiquées, ce n'est plus l'agriculteur consultant ses écrans qui manœuvre les buses. Celles-ci sont directement commandées par des algorithmes qui gèrent les données. Alors, on explore aussi aujourd'hui la possibilité d'installer sur les pulvérisateurs des logiciels de reconnaissance des adventices, c'est-à-dire des espèces végétales étrangères à la flore dans le champ cultivé. L'herbicide serait ainsi automatiquement envoyé sur elle seule. Le dernier pas dans l'automatisation est de fabriquer des machines complètement autonomes. Il s'agit de concevoir des petits robots autonomes, pour l'instant encore à l'état de prototype,
qui ferait tout le travail du recueil et de l'analyse des données locales à la récolte, en passant par les semis et les traitements. Cette technicisation accrue, fondée sur l'Internet des objets, va évidemment nécessiter d'installer des antennes 5G sur tous les territoires au nom du progrès agricole. Elle bouleverse par ailleurs le secteur des semences et de l'agrochimie, déjà très concentré. Alors, après avoir massivement acheté des firmes de biotechnologie, les Big Four des semences et de l'agrochimie s'intéressent à des entreprises fabriquant du matériel de précision, des capteurs et de l'imagerie, des logiciels et des systèmes d'IA pour le traitement des données. Toutes ces grandes firmes du secteur ont noué des partenariats avec les producteurs des machines agricoles. Il s'agit en effet d'assurer l'interopérabilité entre le hardware installé sur les engins et le software proposé par chacune des multinationales de chimie et biotechnologie agricole. Ces Big Four ont ainsi élargi leur offre et proposent aux agriculteurs des abonnements et des plateformes comprenant des prévisions, des cartes précises et des conseils. Elles visent ainsi à leur fournir un système intégré où la firme répond à tous leurs besoins, des prévisions météo au traitement et date de récolte, en passant par les choix de variétés cultivées, les rendant encore plus qu'actifs. Difficile en effet de prendre une décision d'acheter des produits d'une autre firme puisque ceux-ci ne seront pas compatibles avec les préconisations de la plateforme. Ainsi, l'autonomie des agriculteurs se réduit à mesure que le paquet technologique des produits joints s'étend. En effet, la dynamique de numérisation et de robotisation qui s'opère va encore accroître la concentration des terres. Tout ce matériel est cher et ne peut être amorti que sur de très grandes surfaces. Cette évolution va contribuer à vider un peu plus les campagnes, puisque l'essentiel des gestes et des décisions seront automatisés. Pourtant, les rendements agricoles stagnent depuis les milieux des années 90. Les quantités d'azote épandues ne diminuent pas, au contraire, et celles des pesticides continuent de croître. Toute cette technique ultra sophistiquée n'infléchit pas la tendance de fond. Autrement dit, l'agriculture de précision poursuit dans la dynamique mortifère de l'agriculture industrielle. Alors, si le monde continue dans cette voie, on ne verra que des exploitations de plus en plus techniques, opérant toutes plus ou moins sur le même modèle. Les grands pays, par exemple producteurs d'agrocarburants comme l'Argentine, le Brésil ou les États-Unis, qui ont massivement adopté les semences génétiquement modifiées et sont en train de prendre le virage de l'agriculture connectée, basée sur l'intelligence artificielle, offrent des exemples de ce à quoi mène cette rationalisation excessive des millions d'hectares en monoculture, c'est-à-dire des paysages vides, un appauvrissement du sol et des écosystèmes où il n'y a ni insectes ni oiseaux, c'est-à-dire des déserts vides. Alors, nous concernant en Europe, est-ce qu'on peut faire face à cette problématique? J'ai pris l'exemple de la politique agricole commune de 2021-2027 et je me suis posé la question, est-ce que cette politique agricole commune peut-elle fournir des outils puissants pour la réorientation d'un système industriel vers des systèmes agroécologiques? Non, j'ai des doutes légitimes parce que le PAC se compose de deux piliers. Le premier consiste en des aides directes aux agriculteurs et absorbe les 2/3 du budget, tandis que le second englobe une série de mesures disparates pour soutenir le développement rural et favoriser des pratiques douces à la nature. Alors, j'ai constaté que cette architecture à deux piliers est intrinsèquement bancale. Le premier pilier pousse à l'agriculture industrielle en favorisant les grosses exploitations. Pourquoi? Parce que les aides sont calculées à l'hectare et à l'investissement. Et le second tente de compenser des externalités négatives créées par cette même agriculture industrielle et aussi prochainement connectée. Alors, ce texte n'a pas énormément évolué par rapport au précédent, et ce, malgré le pacte vert européen et sa stratégie de la fourche à la fourchette, censée lutter contre le réchauffement climatique, le déclin de la biodiversité et promouvoir un système agricole et alimentaire respectueux des êtres humains et de la nature.
Les aides directes sont toujours calculées à l'hectare, donc ceux qui en profitent sont les grands exploitants. Les montants de ces aides ont cependant été plafonnés, mais à un niveau extrêmement généreux. Par ailleurs, les agriculteurs touchent 80% des aides et 70% de ces aides vont aux 50% des régions les plus émettrices de gaz à effet de serre, chiffre qui montre que les subventions européennes financent massivement l'agriculture industrielle et prochainement connectée. Alors, la conditionnalité de ces aides est très légère. Elle n'oblige pas les agriculteurs à réduire l'utilisation des produits chimiques. Tout juste conseille-t-elle des rotations de culture sur 20% des surfaces cultivées, ce qui va permettre que les aides assez faramineuses aux grosses exploitations leur permettra de prendre le virage de l'agriculture connectée. Cela n'empêche pas aux promoteurs du PAC d'afficher une PAC verte, puisque 20% des aides du premier pilier seront conditionnées à des mesures environnementales dans des écochaînes. Alors, la question que je me pose, est-ce qu'on peut sortir de ce système? Parce que toujours, on dit, voilà le côté négatif. Est-ce qu'on a quelque chose de positif à proposer? Alors, à mon sens, les aides directes pourraient être calculées par rapport au nombre d'actifs que plutôt à l'hectare. En effet, l'agriculture industrielle étant très peu intensive en travail, alors que l'agriculture paysanne l'est beaucoup plus. Toutes les aides devraient être aussi conditionnées à des pratiques respectueuses des milieux. Les agriculteurs et éleveurs productivistes qui polluent, réchauffent le climat, devraient progressivement être exclus de ces subventions. Dans le même temps, une partie non négligeable du budget pourrait être investie dans la formation aux agriculteurs sur le terrain, dans la mise en lien avec des spécialistes d'agroécologie, pour que les agriculteurs puissent développer des connaissances scientifiques et techniques nécessaires à une agriculture sans pesticides. Une autre voie peut être proposée. Il s'agirait de reconnaître que les paysans en agroécologie font plus que produire des légumes, des céréales et des produits carnés. Ils entretiennent les paysages, contribuent à la séquestration du carbone par la préservation d'arbres et de sols vivants, à la pureté de l'eau en n'utilisant pas les pesticides, à la biodiversité sauvage et cultivée. Ainsi, ces paysans engagés dans ces pratiques vertueuses devraient être rémunérés pour ces services, sous la forme de paiement pour services environnementaux. Je répète qu'une autre voie complémentaire est proposée. Il s'agirait de reconnaître que les paysans en agroécologie font plus que produire des légumes, des céréales et des produits carnés. Ils entretiennent les paysages, contribuent à la séquestration du carbone par la préservation d'arbres et de sols vivants, à la pureté de l'eau en n'utilisant pas les pesticides, à la biodiversité sauvage et cultivée. Les paysans engagés dans ces pratiques vertueuses devraient être rémunérés pour ces services sous la forme de paiement pour services environnementaux. En effet, nul besoin d'OGM, d'agriculture connectée et autres délires high-tech transhumanistes pour nourrir la planète. Ces solutions ne sont pas fondées sur une analyse factuelle de la situation. Elles sont idéologiques et politiques. En effet, même si le pessimisme de l'intelligence nous met face aux éternelles questions des collusions entre les États, les grandes entreprises et leurs lobbies, il nous reste l'optimisme de la volonté toute paysanne. Merci.